Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Jeudi dernier, ma formation politique s'est adressée au gouvernement dans un esprit d'ouverture et de compassion. Nous avons demandé une seconde fois par une motion la tenue de 2 jours d'audition dans le but d'entendre une quinzaine d'experts afin de nous éclairer sur les services offerts aux personnes autistes ayant atteint la majorité. Malheureusement, le premier ministre, bien qu'il se soit dit sensible à cette cause, nous a dit que l'agenda parlementaire était trop chargé pour permettre la tenue d'une telle commission. Monsieur le Président, j'invite le premier ministre à écouter l'entrevue de ma collègue députée de Westmount-Saint-Louis avec Jonathan Trudeau vendredi dernier. Le problème est réel et une solution doit être trouvée. Comme M. Trudeau le disait, entendre le premier ministre faire de la partisanerie sur un sujet pareil et de le voir se réfugier derrière l'agenda des commissions parlementaires, c'est gênant. C'est un dossier qui touche autant de députés libéraux que des députés du gouvernement. Pensons entre autres au ministre délégué de la Santé, la députée de Soulanges, eux qui ont déjà exprimé publiquement leur opinion sur ce sujet. Monsieur le Président, le premier ministre s'est engagé en pleine crise à mieux consulter et à prendre dorénavant le temps de bien faire les choses. Selon lui, est-ce que sa réponse de jeudi était à la hauteur de cette promesse? Je demandais d'être toujours prudent dans les propos utilisés. La parole appartient à M. le Premier ministre en réponse. Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, au cours des dernières années, on ne s'est pas assez occupé des enfants autistes, des enfants qui ont des handicaps importants, puis en particulier lorsque ces enfants atteignent l'âge de 18 ans. Ils tombent dans une espèce de vide et c'est très difficile pour les parents. Les Québécois ont sûrement vu la série qui a été présentée par Charles Lafortune, Sophie Préjean. Je pense qu'on a un devoir. Tous les citoyens québécois ont un devoir d'aider ses parents. Et, Monsieur le Président, c'est ce que mes collègues travaillent à bonifier les services qui sont donnés aux parents, aux enfants, entre autres les enfants qui souhaitent continuer à étudier après l'âge de 18 ans. Les enfants qui ont assez d'autonomie pour être hébergés puis devenir un peu plus autonomes. Il y a besoin aussi au Québec d'ouvrir plus de maisons de répit. Donc, Monsieur le Président, c'est un dossier très important pour le gouvernement de la CAQ. On a pris des engagements, entre autres, avec la députée de Soulanges, qui s'est impliquée en politique pour cette raison-là d'abord. Et, Monsieur le Président, on a l'intention de respecter tous nos engagements. Et comme je l'ai dit à Charles Lafortune, je voudrais qu'on se revoie à la fin du mandat puis être capable de dire, bien, voici tout ce qu'on a fait pendant le mandat de la CAQ. Je pense que c'est un devoir que j'ai, c'est un devoir qu'on a tous ensemble. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ce qu'on demande au premier ministre, c'est 2 jours d'audition sur une cause qui nous apparaît très importante. Vous savez, comme ça a été le cas dans le cas de Desjardins, entre autres, l'empressement du gouvernement et de son leader nous empêche souvent de réfléchir et de travailler collectivement. Et je sais que le premier ministre, en général, aime attaquer, mais je crois que ce n'est pas le temps aujourd'hui. Pourquoi le premier ministre ne prend-il pas le temps d'écouter ceux qui ont tant de choses à nous expliquer? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, quand on regarde les faits, qu'est-ce qui s'est passé en commission parlementaire depuis que le Parti libéral est l'opposition officielle ici à l'Assemblée nationale? Projet de loi 1 sur les nominations, 61 heures. Projet de loi 2 sur le cannabis, 114 heures. Projet de loi 5 sur la maternelle 4 ans, 111 heures. Projet de loi 9 sur l'immigration, 85 heures. Projet de loi 16 sur le municipal, 143 heures à répéter, toujours les mêmes choses. Projet de loi 17 sur le taxi, 127 heures, Monsieur le Président. Monsieur le chef de l'opposition officielle, votre deuxième complémentaire. Vous savez, Monsieur le Président, au mois d'avril, le premier ministre disait qu'il était allergique à tout ce qui était comité, forum, table, commission, parce que ça retarde les décisions. Mais, Monsieur le Président, c'est ça la démocratie, c'est ça travailler pour tous les Québécois. Et quand on ne le fait pas,
on fait les mêmes erreurs et il faut s'attendre aux mêmes résultats, c'est-à-dire des mauvaises décisions, des projets brouillons et des réformes catastrophiques. Encore une fois, ce que je demande au premier ministre, quand va-t-il... Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je continue. Projet de loi 17 sur les taxis, 127 heures en commission. Projet de loi 21 sur la laïcité, 73 heures. Réforme d'Investissement Québec, 62 heures. Tarif d'électricité, 98 heures. On a adopté 2 articles, Monsieur le Président. Réforme du CSPQ, 35 heures. Monsieur le Président, les Québécois ont compris que le Parti libéral veut juste retarder les travaux. Donc, je ne vois pas pourquoi... Je vais vous demander, Monsieur le Premier ministre, soyons prudents dans les propos. Je pense que vous le savez également fort bien. On les connaît bien également. Je vous invite à ne pas utiliser ce genre de propos et ce genre de langage, s'il vous plaît. Chacun joue son rôle. Complétez votre réponse. Monsieur le Président, si le Parti libéral ne passait pas autant terminant, à répéter la même chose, on pourrait accepter d'autres projets. Monsieur le chef de l'opposition officielle, vous êtes le seul à avoir la parole. Merci, Monsieur le Président. Je me serais attendu à ce que le premier ministre s'élève un peu au-dessus de cette partisanerie. Ce que je vous dis, Monsieur le premier ministre, ma formation politique veut offrir sa collaboration. Tout le monde veut améliorer la situation. Est-ce que le premier ministre est prêt à reconsidérer notre demande de tenir cette commission parlementaire de 2 jours sur la question de l'autisme au moment qu'il jugera opportun? Monsieur le premier ministre, en réponse. Monsieur le Président, je vous donne un exemple. On propose de geler les tarifs d'électricité à partir du 1er janvier 2020. Donc, il faut bien que ce projet de loi-là soit adopté avant le 1er janvier 2020. 98 heures. Le député libéral dit que ce n'est pas 2 articles, c'est 1 article, Monsieur le Président. Ils ont même fait un amendement, puis ils ont tenu à parler pendant 1 heure, même si on était d'accord avec l'amendement. Monsieur le Président, tout le monde a compris que les libéraux ne sont pas sérieux. Nous, on va s'occuper des enfants. Question principale. Monsieur le député de Robert-Baldwin. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes très sérieux. Dans le dossier des fuites de données personnelles, le gouvernement semble penser que seul Desjardins a été touché. Pourtant, on sait très bien que non seulement Desjardins a été touché, mais aussi Capital One, Revenu Québec et même la RAMQ. La solution proposée par la CAQ n'est pas sérieuse, Monsieur le Président. Dans l'empressement, la semaine dernière, nous avons dû entendre quelques personnes et organismes imposés par le leader du gouvernement. Le but n'était clairement pas de faire toute la lumière sur l'enjeu, mais plutôt de jeter les projecteurs vers Desjardins. Ça fait longtemps que nous dénonçons cette manque de cohérence, Monsieur le Président. Il n'y a qu'une manière de trouver les meilleures solutions pour protéger les renseignements personnels, et c'est par une commission parlementaire élargie qui fera le point sur l'ensemble de la situation. Alors, la question est très simple, Monsieur le Président. Quand la CAQ ira-t-elle de l'avant avec une réelle réflexion globale sur la protection des données personnelles? Monsieur le ministre des Finances, en réponse. Oui, merci, Monsieur le Président, et merci pour la question. Alors, le gouvernement agit sur plusieurs fronts. Un projet de loi sur intention de déposer un projet de loi sur les agences de crédit qui vont énoncer les responsabilités des agences de crédit et qui sera en charge de surveiller ces responsabilités-là, parce que ce sont des entreprises privées qui donnent un service pour lequel elles sont rémunérées. On veut s'assurer que les Québécois en aient pour leur argent. La ministre de la Justice s'occupe de la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et la protection des renseignements privés et publics. Et mon collègue, ministre délégué à la transformation numérique, s'occupe de la cybersécurité, de la sécurité des données du gouvernement, de l'authentification et l'identification. Alors, c'est un problème qui est multidimensionnel. Et nous l'attaquons de 3 fronts. Et dans chacun de ces dossiers, il y aura des consultations, des discussions, et nous allons avancer ensemble pour assurer la sécurité financière en terminant des avoirs et des renseignements des Québécois. Madame la députée de Saint-Laurent, complémentaire. Le premier ministre a oublié un chiffre, 5 heures. Il nous a accordé 5 heures dans son empressement pour entendre quelques personnes pour la fuite de données la plus importante du Québec.
Ils nous ont imposé un expert, un soi-disant expert, qui, savez-vous quoi, M. le Président? Il a reçu une subvention de recherche de 1 250 000 par qui? Par Desjardins. Sérieusement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent parce que là, c'est un travail très bâclé. On veut une commission élargie pour entendre Revenu Québec, l'ASQ et la RAMQ. Monsieur le ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale. Monsieur le Président, je vais donner un autre chiffre à ma collègue, 15. 15 ans. Après 15 ans, qu'est-ce qu'on a trouvé? Des responsables organisationnels des systèmes d'information qui n'avaient pas de formation. Il n'y avait pas nécessairement les compétences pour occuper leur poste. Alors, nous, on s'est entendu avec l'Université Laval, l'Académie de transformation numérique. Aujourd'hui, ils sont sur les bancs d'école pour aller chercher ces compétences. La défense de nos systèmes était assurée par qui? Un petit peu au ministère de la Justice, au ministère de la Sécurité publique, un petit peu au CSPQ, un petit peu au Conseil du Trésor. Nous, on a formé une unité, le Centre gouvernemental de cyberdéfense, pour coordonner tout ça, pour s'assurer que nos systèmes d'information étaient vraiment bien protégés. Le Parti libéral nous a laissé un désert. Nous, on est en train de corriger la situation. 15 ans. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent, vous avez la parole. 15 ans, 8 mois, aucune fuite de données majeure d'une aussi grande envergure. En un an, Desjardins, Revenu Québec, INRS, la RAMQ, puis par l'Université Laval. C'est qui déjà qui donne l'information, la formation de l'Université Laval? Amazon, bravo. Ça vient de la même personne qui veut prendre tous les renseignements des Québécois puis livrer ça sur un plateau d'argent à l'oncle Sam. Bravo encore. C'est de façon plus sérieuse. Êtes-vous prêt à convoquer Revenu Québec, la RAMQ et la SQ et faire un travail qui va protéger l'ensemble des informations? Monsieur le ministre délégué à la transformation numérique, et je vous demande de vous adresser tous à la présidence, s'il vous plaît, c'est une règle que l'on connaît. D'abord, la RAMQ, je veux juste signaler à la collègue qu'il n'y a pas eu de fuite de données. Je suppose qu'elle a appris ça. Si elle veut faire référence à Revenu Québec, je veux juste lui dire que quand c'est arrivé, qui était au pouvoir? Peut-être mettre un gros miroir en avant de la députée. Vous adressez à la présidence, s'il vous plaît, Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Monsieur le Président, au mois de mai 2018, 3 semaines avant la fin des travaux parlementaires, le Parti libéral, et la collègue va s'en souvenir, dépose une refonte de la loi d'accès à l'information, 3 semaines avant la fin des travaux parlementaires et la fin de la législature. 0 dans le projet de loi. Nous, on est en train de travailler sur une vraie refonte qui va inclure le public, le privé et qui va donner des dents à la Commission d'accès à l'information, ce que vous n'avez jamais fait. Question principale, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, hier, on a eu droit à un témoignage courageux de la part d'une infirmière à l'hôpital de Charleville qui affirmait que le manque de personnel et que l'épuisement du personnel sur place fait en sorte que même quand le service de natalité est ouvert, la sécurité des mamans et de leurs bébés est compromise. Un témoignage qui a inquiété toutes les futures mères, toutes celles qui doivent accoucher au cours des prochains mois. Déjà, Monsieur le Président, qu'elles devaient s'inquiéter des bris de service à répétition. Maintenant, elles vont s'inquiéter même quand le service est ouvert. Et en seule réponse, la ministre de la Santé a dit qu'elle était sur le point de signer la fameuse entente avec les médecins spécialistes pour la couverture en région. Le problème, c'est qu'elle nous a dit la même chose en mars, il y a 251 jours. On ne peut pas attendre un autre 251 jours pour régler la question des infirmières, parce que sans régler cet enjeu-là, l'enjeu des infirmières, on ne règle pas l'enjeu de la sécurité pour les mères à Charleville. Quand est-ce que l'ensemble de la question va être réglé, qu'on aura un service fiable en région? Et soit dit en passant, les citoyens n'accepteront jamais la fermeture de leur service de natalité. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, oui, on est très préoccupé de la situation à Charleville, puis on entend le cri du cœur de l'infirmière. On est très sensible à ça. D'ailleurs, la direction du CIS de l'Outaouais fait des mains et des pieds pour résoudre la situation. Mais, Monsieur le Président, ce sont des services qui ont été fragilisés, évidemment, dans le dernier cycle gouvernemental. Puis je vais citer une ancienne députée libérale, Mme Charlotte Lécuyer, qui était députée de Pontiac avant l'actuelle députée de Pontiac, et qui disait de la réforme de l'ancien gouvernement en santé, on a centralisé, on n'a pas écouté, on a atteint le fond du baril en décembre 2017. On a tué l'âme des organisations. Ça va prendre des années à reconstruire la synergie qui venait des intervenants, Monsieur le Président. Je cite l'ancienne députée de Pontiac, qui était là avant l'actuelle députée, pour expliquer à la population que nous, là, on va les garder, ces services-là, qui ont été fragilisés par l'ancien cycle, Monsieur le Président, puis on va soutenir les équipes, on va soutenir le CISO pour que ces services demeurent.
Première complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, je ne pense pas que j'ai besoin de redéposer la lettre de la ministre de la Santé qui était d'accord avec l'ensemble de la réforme. Mais ce qu'elle a dit à l'instant, là, c'est rien, absolument rien pour rassurer les maires de la région. Ça prend 12 infirmières pour maintenir le service. En ce moment, il y en a 5. La ministre, elle envoie des infirmières temporaires en disant qu'il n'y aura plus de bris de service avec ça. Bien, erreur, il y en avait encore ce week-end. L'enjeu là, pour les infirmières, c'est qu'il y a un hôpital à 20 minutes de route qui paye mieux. Alors nous, au Québec, on les éduque, on les forme, mais on les perd, c'est toujours pareil. Si elle veut régler la question, c'est plus là qu'il faut qu'elle aille. De la Santé et des Services sociaux. Oui, Monsieur le Président, on va certainement régler la situation éventuellement, mais je vais citer encore une fois l'ancienne députée de Pontiac, qu'avec les dommages qui ont été faits, ça prend du temps à régler. Monsieur le Président, moi, je salue les infirmières qui sont sur place, là. Et il y a 2 infirmières qui vont venir après les fêtes, qui ont été formées, qui sont en formation, puis qui vont venir aider. Oui, on va la signer, l'entente avec la FMSQ. Et à court terme, Monsieur le Président, oui, on va la signer. Et ça, c'est pour l'ensemble du Québec, pour toutes les régions du Québec, incluant l'Outaouais. Mais Monsieur le Président, là, l'Outaouais, là, ça a été tellement négligé par l'ancien gouvernement. En terminant, nous, on s'en occupe, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, la parole n'appartient qu'au député de Pontiac. Ça, c'est bien bout, Monsieur le Président. La ministre nous répète la même chose qu'il y a 8 mois, que ça s'en vient. Mais ça fait depuis l'hiver dernier qu'on lui pose des questions sur les naissances en région. Il y a eu des accouchements en auto sur le bord des autoroutes. Il y a eu des ambulances qui ont amené maman et bébé vers les mauvais hôpitaux tellement il y avait des bris de service et que les ambulanciers étaient confus, Monsieur le Président. Et maintenant, le personnel. Le personnel nous dit que les patientes et leurs bébés sont à risque, que ça fait des mois qu'elles le sont. Il n'y a pas de quoi fêter, Madame la ministre. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux, s'il vous plaît, la parole n'appartient qu'à vous. Bien, Monsieur le Président, c'est sûr que ces services-là sont essentiels. Ce sont des services de proximité. Mais on ne rebâtit pas des équipes qui ont été fragilisées par l'ancienne réforme, là, de l'ancien gouvernement, du député de la Pinière. On ne rebâtit pas ça en un jour, Monsieur le Président. Mais la direction de l'établissement, avec le ministère, vraiment travaille très fort, autant au niveau des infirmières, et l'entente avec la FMSQ sera signée très bientôt. Et vraiment, ça va couvrir les services médicaux, puis on continue de travailler pour les effectifs infirmiers. Nous, Monsieur le Président, on répare les dégâts qui ont été faits par l'ancien cycle gouvernemental. Première question principale, Monsieur le chef du 3e groupe d'opposition. Monsieur le Président, l'épreuve des faits. Ça fait des semaines qu'on dénonce le projet de loi 34 qui va retirer des pouvoirs à la Régie de l'énergie et fixer de façon arbitraire les tarifs d'électricité. La semaine dernière, le premier ministre a indiqué que l'électricité avait augmenté plus vite que l'inflation. Bien, le bureau d'enquête a même corrigé le premier ministre dans le journal le samedi dernier. Et il a démontré, dans cet article, que la réalité, c'est que le projet 34 va coûter aux Québécois plus cher, aux commerces, aux industries. C'est un projet de loi qui est non seulement mauvais pour l'économie, mais mauvais pour le portefeuille des Québécois. Est-ce que le premier ministre, d'abord, peut corriger ce qu'il nous a dit en Chambre, qu'on ait la bonne information et s'assurer de faire la chose qui compte dans les circonstances, retirer son projet de loi? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, au cours des dernières années, il y a des années où les tarifs d'électricité ont augmenté de plus que l'inflation, puis il y a des années où ils ont augmenté de moins que l'inflation. Le Parti québécois a été au pouvoir pendant 18 mois, 2014-2015. Prenons juste les 2 années du Parti québécois. 2014, augmentation de 4,3 2015, augmentation de 2,9 Quasiment peur de le dire, là, mais les libéraux étaient moins pires que le PQ pendant leurs 15 années. Monsieur le Président, ce qu'on propose... J'aimerais n'entendre que le premier ministre. C'est le seul à avoir la parole. Votre attention, s'il vous plaît, c'est en réponse à une question. Monsieur le Président, à partir de l'année prochaine, à partir du 1er janvier, les tarifs d'hydro vont être gelés. On va retourner 500 millions aux consommateurs. Puis les années suivantes, à partir de 2021, ça va être l'inflation. Je pense que les Québécois sont d'accord avec ça. À part quelques lobbies, en fait, pas mal tout le monde est d'accord avec ça. Complémentaire, encore une fois, sans réaction, la parole appartient au chef du 3e groupe d'opposition. Vous êtes le seul à avoir la parole. Monsieur le Président, l'épreuve des faits,
c'est 2012 à 2014 qu'on était au gouvernement. Donc, je veux pas qu'il donne la mauvaise information à la Chambre. Je veux le corriger là-dessus. Le Journal de Montréal lui a donné une cote pour ce qu'il a dit en Chambre. C'est douteux. Douteux l'argument du premier ministre. Si on avait appliqué sa formule au cours des 10 dernières années, les tarifs auraient augmenté pour tout le monde. Il choisit vraiment les années qu'il veut, mais pour le reste, l'ensemble des Québécois vont en avoir moins dans son portefeuille. Alors pourquoi il veut faire ça, que les Québécois aient moins d'argent dans leur portefeuille? Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Monsieur le Président, je corrige ce que j'ai dit. En 2014, au moment où le Parti québécois était au pouvoir, les tarifs d'électricité ont augmenté de 4,3 %, presque le triple de l'inflation. 2015, au moment où les libéraux étaient au pouvoir, les tarifs d'électricité ont augmenté de 2,9 %, beaucoup plus que l'inflation. Donc, je répète ma conclusion. Même si les libéraux augmentaient les tarifs de plus que l'inflation, ils étaient moins pires que le PQ. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, l'épreuve des faits à nouveau. C'est la Régie de l'énergie qui fixe les tarifs, pas les gouvernements. Ça prend une instance qui est indépendante. Moi, ma proposition au premier ministre, là, pour pas qu'on oublie les trop perçus, il y a 1,5 milliard. Laissez faire le projet de loi, envoyez ça aux citoyens avant Noël, il va savoir quoi faire avec, pas mal plus que le gouvernement du Québec. Monsieur le premier ministre, en réponse. Monsieur le Président, j'invite le chef du PQ à aller consulter M. Brassard. Il se souvient sûrement de Jacques Brassard, qui était ministre de l'Énergie et qui disait à l'époque, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la Régie de l'énergie. Pourquoi? Parce que plus les dépenses d'Hydro-Québec augmentent, plus ils ont le droit d'augmenter leurs tarifs. Ça va contre la base de la bonne gestion. Donc, j'invite le chef du PQ à aller faire un petit tour au Saguenay là, avec le nouveau chef ou le futur chef, puis rencontrer Jacques Brassard. Il pourrait lui expliquer que ça ne marche pas, le système actuel. Je vais vous demander encore une fois, s'il vous plaît, de vous adresser à la présidence, c'est de ne pas commenter les réponses. C'est bruyant, évidemment, et là, je vous regarde d'un côté comme de l'autre. Tous doivent être touchés par cette demande. Je donne la parole au chef de la deuxième groupe d'opposition. Madame la chef. Merci, Monsieur le Président. Depuis minuit, 375 travailleuses et travailleurs, surtout des préposés aux bénéficiaires, font la grève dans 4 résidences privées pour personnes âgées. Les préposés aux bénéficiaires, qu'est-ce qu'ils font, Monsieur le Président? Ben, ils aident nos aînés à se lever, à se laver, à se nourrir, à se coucher. Bref, ils prennent soin d'eux. Pour bien des aînés, c'est les seules personnes qu'ils voient dans le cadre de leur journée. Ils font un travail inestimable et, dans un Québec qui a les priorités à bonne place, bien, ils gagneraient leur vie comme du monde. Mais dans le Québec où on vit, Monsieur le Président, ces gens-là gagnent 12,50, 13,50 $. Ils sont en grève depuis minuit pour gagner 15 $ de l'heure, puis augmenter d'1 $ par année par après. Aujourd'hui, le gouvernement a précisé ses intentions concernant les maisons des aînés. 2600 nouvelles places, et tant mieux, on serait bien mal placé pour s'en désoler. Mais, Monsieur le Président, il y a plus de 125 000 aînés qui ont besoin de nous ici et maintenant, dans 1700 résidences privées. C'est pas mal de monde, ça. Alors, ma demande est simple au premier ministre. Est-ce que le gouvernement peut aider les aînés en décrétant des conditions de travail dignes pour ceux qui en prennent soin? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, le gouvernement de la CAQ et en particulier le président du Conseil du Trésor, on a déjà annoncé dans les négociations qui ont lieu actuellement, on sait, les conventions collectives se terminent le 31 mars prochain. On propose, pour la première fois dans l'histoire du Québec, que l'augmentation de salaire pour les préposés aux bénéficiaires soit plus élevée que l'augmentation de salaire des autres employés de l'État. Je vois la chef qui parle au co-chef, là. Évidemment, les syndicats sont habitués de faire front commun puis demander la même augmentation en pourcentage pour tous les employés de l'État. Donc, je voudrais savoir, de la part des deux co-chefs, là, est-ce que vous êtes d'accord qu'on offre une augmentation de salaire plus importante aux préposés aux bénéficiaires qu'aux autres employés de l'État? Oui ou non, êtes-vous d'accord? Je vais vous demander, Monsieur le Premier ministre, de vous adresser à la présidence. C'est une règle que l'on connaît très bien. Évitons de la répéter trop fréquemment. Madame la chef du deuxième groupe d'opposition.
En fait, ce n'est pas tout à fait le sujet de ma question. Je parle du secteur privé. Je parle des personnes aînées qui habitent dans les résidences privées. Je parle des 1700 résidences privées. Alors donc, actuellement, ces gens-là sont en grève et le gouvernement a la capacité de décréter les conditions de travail de ces gens-là. C'est ce que je demande. Est-ce que le premier ministre va assurer aux travailleurs et travailleuses préposés dans les institutions, dans les... Monsieur le Premier ministre. Vous m'avez... La chef parlementaire de Québec solidaire sait très bien que si on augmente de façon importante les salaires des préposés aux bénéficiaires dans le secteur public, il y aura un impact sur leur salaire dans le secteur privé. Mais elle ne m'a toujours pas dit, là, puis je vois que son co-porte-parole n'est pas d'accord. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on offre des meilleures augmentations aux préposés aux bénéficiaires ou si elle défend les syndicats qui veulent la même augmentation pour tout le monde? Deuxième complémentaire, encore une fois, on s'adresse à la présidence. Évitez de vous interpeller. Le message est passé 2 ou 3 fois déjà. Madame la chef. Alors, pour le travail que les proposés font, 15 piastres de l'heure, ça me semble bien raisonnable, Monsieur le Président. Mais la compagnie, pas le gouvernement, la compagnie, elle trouve pas. D'ailleurs, une de ses représentantes le disait ce matin, que ça reflétait les aptitudes et les compétences de leurs employés, un salaire de 12-13 piastres de l'heure. Est-ce que le premier ministre est d'accord avec ça? C'est ça que lui est en train de me dire, que dans le fond, ça va dans le sens de leurs compétences? 13 piastres et demi pour s'occuper de nos aînés? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, les préposés aux bénéficiaires au Québec, publics et privés, sont sous-payés. Ils s'occupent d'êtres humains, puis ça n'a pas de bon sens qu'ils ne soient pas mieux payés. C'est pour ça qu'on veut offrir d'abord dans le secteur public des augmentations plus importantes. Ça ne s'est jamais fait dans les négociations de la fonction publique, ni par le PQ, ni par le Parti libéral. Puis ce que je comprends, c'est que son co-chef, il n'est pas d'accord à ce qu'on augmente plus les préposés aux bénéficiaires. Donc, il faudrait qu'ils se parlent, les deux co-chefs, Monsieur le Président. Question principale. Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, il y a des lois qui sont perçues comme étant injustes. Pour moi, la loi sur le taxi est injuste, ne serait-ce que par les compensations octroyées. Rappelons-nous, au dépôt du projet de loi, c'était 500 millions, pas une cent de plus, pas question d'appliquer les règles à la loi sur l'expropriation, mais l'opposition officielle a fait son travail et les propriétaires en ont eu plus. Mais tant qu'à être injuste, le ministre en avait rajouté une couche. On ne va pas compenser à l'adoption du projet de loi, on va compenser sur 7 ans. Franchement, après des heures de commission parlementaire, on l'a fait reculer et il s'est engagé à payer immédiatement. Le problème, c'est que maintenant, à la CAQ, on ne sait pas ce que ça veut dire. Pour nous, maintenant, c'est maintenant, pas demain. Et à date, pas un seul propriétaire, Monsieur le Président, a été compensé, pas l'ombre d'un chèque, pas d'informations sur la formule qui va être utilisée. Monsieur le Président, cet après-midi, je vais lui laisser une chance. Et je vais lui demander simplement de s'engager à clore le dossier d'ici le 31 décembre 2019. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que je souhaite faire. On a décidé de mettre sur la table, pour compenser les chauffeurs de taxi, de mettre sur la table 814 millions de dollars. Donc 40 millions spécifiquement pour les cas particuliers. Les cas de propriétaires qui sont venus nous voir, qui vous ont parlé, certains députés de l'opposition. Initialement, on avait prévu 10 millions de dollars. On est allé chercher 30 millions additionnels dans le fonds de modernisation pour répondre encore une fois aux cas particuliers de certains propriétaires. Alors oui, on y travaille présentement. J'ai dit que je souhaitais que la grande majorité, sinon la totalité de la somme soit versée avant Noël. C'est ce à quoi on travaille présentement. Première complémentaire, Monsieur le député de Lapinière. Bien, justement, Monsieur le Président, là où la loi 17 est la plus injuste, c'est pour les propriétaires les plus âgés, c'est-à-dire les vieux permis. Le ministre a choisi de ne pas les compenser à la même hauteur que les plus jeunes. Il admet même implicitement encore à l'instant qu'il a réservé une somme additionnelle petite mais insuffisante. Monsieur le Président, la compensation, ce n'est pas dans la loi. Ça lui appartient. Est-ce qu'aujourd'hui, il va reculer et garantir une compensation équitable pour les plus vieux par rapport aux plus jeunes? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, je ne sais pas où le député de Lapinière va avec sa question aujourd'hui. Je pensais que le débat était terminé. On s'est engagé et on a été, je crois, très généreux. Les Québécois ont été extrêmement généreux
pour verser 814 millions de dollars aux 6 200 propriétaires de taxis qui possèdent 7 500 permis. Alors, je le répète, on y travaille présentement pour, encore une fois, verser cette somme en totalité avant Noël. On est en train de travailler avec mon ministère pour être capable de verser cette somme le plus rapidement possible. À tous ceux qui ont payé leur permis, exemple 50 000 voilà 10 ans, ils recevront 50 000 Ceux qui ont payé 175 000 voilà 2 ans, recevront 175 000 Deuxième complémentaire, la parole n'appartient qu'au député de Lapinière. Monsieur le Président, on se rappelle tous l'infâme article 257 déposé par le ministre à la dernière minute, empêchant tout recours juridique possible en cas de contestation. On l'a forcé, là aussi, après des heures en commission, à reculer. Monsieur le Président, est-ce que le ministre va s'engager aujourd'hui à faire en sorte que lorsqu'il enverra des lettres, théoriquement avant Noël, il n'y aura aucune mention s'apparentant à l'infâme article 257 empêchant toute contestation? Monsieur le ministre des Transports, votre réponse. Je te laisse avoir la parole. Monsieur le Président, encore une fois, on a décidé de verser. Les Québécois ont été extrêmement généreux, 814 millions de dollars. On a décidé, avec l'accord des associations de propriétaires de taxis au Québec, de bonifier les cas particuliers, de le faire passer de 10 à 40 millions de dollars. Je l'ai mentionné, pour moi, il est important de verser le plus rapidement possible ces sommes avant Noël. Tous ceux qui ont payé leur permis, exemple, 75 000 vont recevoir 75 000. Ceux qui l'ont payé peut-être 200 000, voilà 1 an, 1 an et demi, vont recevoir 200 000 $. Et ceux qui ont acheté leur permis, voilà quelques années, si c'est un cas particulier où le propriétaire n'a plus de permis, on va s'arranger encore une fois pour lui verser une somme adéquate. Question principale, Madame la députée de Gaspé. Merci, M. le Président. Tout le monde se souvient de la saga entourant la maison Boileau, une maison qui datait de l'époque des Patriotes et qui a été démolie dans la controverse il y a maintenant 1 an. La ministre de la Culture s'était fortement indignée à ce moment-là et avait même dit de la ville de Chambly qu'elle avait agi de façon sauvage. 1 an plus tard, Monsieur le Président, la ministre n'a toujours pas déposé de plan pour mieux encadrer et protéger notre patrimoine bâti. Depuis 1 an, c'est une quinzaine de bâtiments ayant une valeur patrimoniale qui ont été démolis et au moins une vingtaine de bâtiments présentement qui sont menacés. On peut penser à l'Église du Très-Saint-Sacrement de Québec, à l'ancien cinéma Champlain de Montréal, Maison Fauché, la Maison Bissonnette. Alors, que compte faire la ministre pour préserver ces bâtiments? Peut-elle nous rendre accessible son plan? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Je remercie ma collègue pour sa question qui tombe à point nommé. Le patrimoine bâti, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de qui nous sommes, ça fait partie de notre identité, il faut le protéger. Et depuis mon arrivée en poste, et tout comme vous, je constate qu'il y a des bâtiments qui tombent, des bâtiments sur lesquels nous n'avons pas nécessairement de juridiction, que des municipalités ont une juridiction et n'exercent pas leur pouvoir, et d'autres permis de démolition qui ont été accordés, surprise, par les libéraux en passant. Cela dit, Monsieur le Président, je suis très heureuse de prendre la parole pour vous dire que mon plan, j'y travaille, Madame la députée, et je vais vous annoncer une primeur pendant qu'il y a des gens, des journalistes qui sont ici. Le 5 décembre prochain, je vais faire une importante annonce pour la restauration et la préservation du patrimoine bâti. On a travaillé là-dessus avec, naturellement, les professionnels du ministère de la Culture et des Communications. C'est un vaste programme. On y travaille, Madame la députée, depuis 6 mois. C'est du jamais vu, c'est du nouveau, c'est de l'inédit. J'ai tellement hâte de l'annoncer parce qu'on va répondre à des problématiques pour les citoyens. Les citoyens, Monsieur le Président, les villes, les municipalités, les villages et les MRC. Nous allons le préserver et le restaurer, ce patrimoine. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Première complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Vous êtes la seule à avoir la parole. Bien, merci pour cette primeur. Je suis contente qu'on ne soit plus en train de marteler les mêmes réponses. Je m'attendais pas à ça du tout. Alors, la ministre, elle parlait à l'époque de vouloir établir un répertoire du patrimoine à risque. Je ne sais pas si on est en train de nous parler de ce plan-là. Et si oui, peut-elle le rendre accessible dès maintenant pour qu'on puisse en juger de ce merveilleux plan? Madame la ministre de la Culture et des Communications, à vous seule la parole. Vous savez, Monsieur le Président, c'est un grand privilège que d'avoir été nommé ministre de la Culture et
J'ai pris tous ces mois pour étudier les dossiers et trouver beaucoup de squelettes dans les placards. Entre autres, il y en a tellement que la vérificatrice générale fait actuellement une étude sur la gestion du patrimoine bâti par nos collègues précédemment au pouvoir. Cela dit, ce programme, ce plan que nous allons annoncer portera... S'il vous plaît, j'aimerais entendre la réponse. Portera un volet très important à l'égard des inventaires. Imaginez-vous donc, Monsieur le Président, que j'ai découvert qu'à l'égard du patrimoine religieux bâti, il y a eu un inventaire en 2003. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Merci, Monsieur le Président. Donc, la ministre doit prendre ses responsabilités. On a un premier pas vers une démarche qu'on espère très concrète. Oui, l'inventaire, le répertoire dont je parlais, mais il faut un plan de protection et de préservation du patrimoine bâti qui aura une réelle vision pour l'avenir de notre patrimoine au Québec. Alors, la loi sur le patrimoine culturel, elle est défaillante. Il faut qu'on revoie la loi sur le patrimoine culturel. Est-ce que la ministre de la Culture s'engage à le faire? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui, la loi sur le patrimoine culturel est actuellement sous étude de la vérificatrice générale du Québec. J'ai offert toute ma collaboration. J'ai hâte d'avoir ses recommandations parce que s'il y a des modifications à apporter, elle a toute ma collaboration et nous serons là pour faire ces modifications, puisqu'on voit bien à l'usure qu'il y a des petites choses qui sont questionnables. Cela dit, par rapport à ce programme que j'annoncerai, je tiens à vous dire que je travaille de concert avec ma collègue, la ministre des Affaires municipales. On travaille en équipe et que oui, il y aura un inventaire, puisque l'inventaire, le dernier inventaire uniquement pour le patrimoine religieux, Monsieur le Président, a été fait en 2003. Et imaginez-vous donc que nous sommes en 2019 et qu'il n'y a jamais eu de mise à jour de fait. Alors, dans ce répertoire, on ne sait même pas ce qui a été démoli. Question principale. Madame la députée de Vaudreuil. Merci, Monsieur le Président. Depuis plusieurs mois, le maire de Beauceville tente de mettre en place des mesures d'atténuation pour protéger ses citoyens contre d'éventuelles inondations. C'est l'installation d'estacades flottantes sur la rivière Chaudière qui a été retenue comme solution par le ministère de la Sécurité publique, qui est maître d'œuvre. Il a fallu plus de 4 mois au ministère afin de finalement décider des paramètres du projet. Devant une situation aussi urgente, c'est presque inacceptable. Après avoir complètement transféré le fardeau administratif sur la Ville le 30 octobre dernier, le ministère a mis le projet sur la glace pendant plusieurs jours, tellement que les câbles furent commandés en Europe le 10 novembre. La ministre de la Sécurité publique avait promis que ce serait plus facile pour les citoyens et les municipalités. Mais actuellement, c'est totalement l'inverse. Les délais qu'elle a imposés à Beauceville risquent de mettre en péril l'installation des estacades avant le gel de la rivière. La ministre peut-elle reconnaître que le cafouillage de son ministère met en péril la sécurité des citoyens plutôt que de jeter le blâme Madame la ministre de la Sécurité publique en réponse. Merci, Monsieur le Président. Bien, merci à la collègue de Vaudreuil. Je remarque que sa question d'aujourd'hui ne porte pas sur Sainte-Marthe-sur-le-Lac, donc je tiens pour acquis... S'il vous plaît. Je tiens pour acquis qu'elle salue implicitement les mesures qui ont été annoncées pour Sainte-Marthe par ma collègue le 15 novembre dernier. Mais effectivement, Beauceville aussi, comprend certains enjeux par rapport aux inondations. On sait que Chaudière-Appalaches a été énormément touchée par la crue printanière de 2019 et par les précédentes aussi. Et ça me donne l'occasion de rappeler qu'en juin dernier, j'ai annoncé, Monsieur le Président, 4 projets de recherche en collaboration avec l'Université Laval, 4 projets de recherche qui visent à mieux documenter les risques liés aux inondations et à identifier des mesures proactives de gestion des risques liés à ces inondations et des conséquences sur nos citoyens. Et c'est dans le cadre d'un de ces projets-là qu'effectivement, on a une étude en cours avec la Ville de Beauceville, une étude qui inclut la participation d'un éminent chercheur, M. Brian Morse, qu'on est bien fiers d'avoir recruté et de nous être adjoints pour pouvoir mieux travailler avec nos municipalités à atténuer les conséquences des sinistres un petit peu partout. Et dans le cadre de ce projet avec Beauceville, il y a effectivement le projet d'estacade. Les câbles pour les estacades sont commandés et, si la température le permet, seront installés dès le début décembre. Première complémentaire, Madame la députée de Vaudreuil. Le cafouillage du gouvernement a même été reconnu par le député caquiste de Beauce-Nord qui souligne que le ministère de l'Environnement, et je le cite, a pas mal exagéré dans ses demandes et aurait pu assouplir ses critères compte tenu du caractère exceptionnel et urgent de la demande. Fin de la citation. La ministre peut-elle enfin s'occuper du dossier et même de ceux qu'elle encadre, soit les scientifiques, afin d'assurer la coordination et surtout protéger les citoyens de Beauceville avant qu'il soit trop tard?
Madame la ministre de la Sécurité publique. Oui, bien, Monsieur le Président, le projet auquel réfère la collègue, comme je le disais, vise à trouver les meilleures solutions pour Beauceville. Et la solution qui a été identifiée, c'est ce projet d'estacade en sapin sur la rivière de Beauceville. Les câbles sont commandés. Ces câbles-là ont été choisis par un scientifique. Donc, ce n'est pas des choix comme ça faits au hasard d'un politicien ou d'un ministère. C'est un scientifique qui a identifié la solution et la commande a été faite pour pouvoir installer les estacades dès que possible. À partir du moment où on a reçu l'information nécessaire de la part de la municipalité de Beauceville, c'est-à-dire jeudi dernier, 24 heures après, c'est-à-dire vendredi dernier, mon collègue de l'Environnement donnait l'autorisation pour pouvoir aller de l'avant avec la pause. Donc, on est très actifs, très proactifs, à la fois chez nous, à l'environnement et aux affaires municipales, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Vaudreuil. Les câbles pour les estacades proviennent d'Europe. Et pour reprendre encore une fois les paroles du député de Beauce-Nord, lequel a été maire de la place, le délai aurait pu être évité puisqu'on aurait pu prendre des câbles en acier localement à Beauchesne. Comment un gouvernement qui accorde tellement d'importance à ces régions peut justifier que son ministère n'a même pas pris la peine de travailler en collaboration avec sa municipalité et les industries locales? Madame la ministre de la Sécurité publique. Bien, Monsieur le Président, ces câbles-là ont été choisis notamment pour leur résistance et leur maniabilité en accord avec la ville de Beauceville. Il existe seulement 2 fournisseurs pour ces câbles, un en Angleterre et un à Montréal. On a fait affaire avec celui de Montréal, mais la fabrication se fait en Europe. Mais, Monsieur le Président, si la députée de Vaudreuil estime mieux s'y connaître en mécanique des glaces qu'un ingénieur, professeur, chercheur de la Faculté des sciences et génies de l'Université Laval, je l'invite à nous soumettre ses solutions et on les évaluera. Question principale, s'il vous plaît, à Monsieur le député de Viau. Monsieur le Président, le profilage racial existe. Les jeunes racisés ont 4 fois plus de risques de se faire interpeller. Il faut le reconnaître, il faut s'y attaquer. Le 30 septembre dernier, la commission d'enquête sur les relations entre autochtones et certains services publics publiait un rapport et 7 jours plus tard, le SPVM rendait public un autre rapport très alarmant sur le profilage racial. Un constat commun de ces 2 rapports, des citoyens québécois ont moins de droits que d'autres. La ministre de la Sécurité publique a tenté de nous rassurer en nous parlant d'un comité et d'une formation à venir pour les policiers. Mais entre-temps, la situation demeure urgente. La semaine dernière, la Ville de Montréal a adopté une motion demandant au SPVM de faire cesser immédiatement les interpellations sans fondement et demande à la ministre de la Sécurité publique de proposer une loi visant à encadrer les interpellations policières à l'échelle de la province. Vendredi dernier, c'est la Commission des droits de la personne qui la demandait. La ministre de la Sécurité publique s'engage-t-elle à mettre fin à ces injustices? Madame la ministre de la Sécurité publique. Oui, merci, Monsieur le Président. Bien, question très importante, effectivement, que soulève le collègue de Viau. D'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de répondre, je pense, au collègue de Schlager-Maisonneuve sur cette question-là, qui revient malheureusement sporadiquement dans l'actualité et un petit peu plus ardemment dans les dernières semaines. J'aimerais rappeler que dès mon arrivée, avant même qu'il soit question du rapport à Montréal et tout ça, j'avais demandé à ce que les comités qui sont déjà en place sur la question du profilage racial et social incluent désormais des représentants de la société civile parce que je jugeais qu'un comité formé exclusivement de fonctionnaires et de représentants du milieu policier manquait peut-être une facette de la vision globale qu'on doit avoir de cette problématique-là. Donc, à partir de ma demande, ou en tout cas désormais, les représentants de la société civile sont inclus dans ce processus de consultation et de confection d'un éventuel guide pour nos organisations policières au Québec. Donc, c'est une première en 15 ans, je tiens à le souligner, Monsieur le Président, parce que le précédent gouvernement n'avait manifestement pas eu ce réflexe-là et nous, on l'a eu. Donc, ça, c'est une première avancée. Et on fait énormément de choses. Le 13 décembre prochain, nous rencontrerons au ministère de la Sécurité publique la Commission des droits de la personne et de la jeunesse pour, entre autres choses, orienter notre futur travail sur cette question très importante. Première complémentaire, Monsieur le député de Viau. Le rôle de la ministre de la Sécurité publique, Monsieur le Président, c'est d'assurer la sécurité de tous les Québécois. La ministre peut-elle s'inspirer de l'Ontario et de la Nouvelle-Écosse, qui ont dernièrement réglementé et suspendu les pratiques d'interpellation de routine sans motif? Va-t-elle donner suite à la demande pressante, entre autres de la Ville de Montréal, et déposer une loi pour nous conformer à la rédaction d'une loi? Merci.
Madame la ministre de la Sécurité publique. Merci. Bien, comme je viens de le dire, on va rencontrer prochainement, le 13 décembre, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. On suit évidemment avec grande attention tout ce qui se passe à Montréal. Montréal s'est engagé à déposer un plan ou en tout cas des mesures d'ici le printemps prochain. Nous suivons le tout avec grande attention. J'ai déjà dit aussi ici, et je le répète aujourd'hui, que l'École nationale de police organisera au printemps prochain un séminaire qui portera sur cette question très importante parce que oui, il y a un enjeu qui est peut-être plus aigu à Montréal, mais c'est un enjeu qui touche toutes les organisations policières au Québec et qui doit faire l'objet d'une réflexion qui est plus générale que simplement Montréal et qui pourra d'ailleurs aussi faire partie de la vaste consultation que je compte lancer à la suite du dépôt de mon document de consultation en décembre prochain. Deuxième complémentaire, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Alors, la ministre parle de vision globale, parle de poser de gestes. Il y a des gestes présentement qui sont posés à l'Assemblée nationale. La ministre de la Justice, par le projet de loi 32, actuellement à l'étude, va complètement en sens contraire. Elle permettrait aux policiers d'exiger à quiconque de produire une carte d'identité en tout temps pour s'identifier. Elle vient directement augmenter le risque de profilage et c'est ce qui a été dit par les groupes, c'était une mauvaise idée. En ce sens, la ministre de la Justice peut-elle retirer cet élément du projet de loi 32? Madame la ministre de la Justice. Merci, M. le Président. Effectivement, on travaille présentement sur un projet de loi pour lequel je suis très fière. C'est celui de l'efficacité en matière de justice pénale, qui va permettre, entre autres, aux personnes vulnérables de bénéficier de mesures d'adaptabilité qui vont les sortir de ce système judiciaire. Je pense que mon collègue peut être d'accord avec ça. Nous avons fait la consultation dans le PL 32. On a entendu les groupes. Je ne briserai pas ici le privilège parlementaire. Je ferai part de ma vision en commission parlementaire, mais quand on sera rendu, si on se rend bientôt à ce numéro d'article, mon collègue sera satisfait de l'écoute du gouvernement. Si cela met fin à la période de questions et de réponses orales, merci à tous, Monsieur le Président.